Donc, Juliette Daboville est avec nous. Salut Juliette. Bonsoir Stéphane. Ravi de te retrouver. Donc la dernière fois, on avait dit qu'on parlerait gouvernance et il se trouve que là, on a une collection de sujets très très intéressants pour parler de gouvernance puisque c'est ton job. Donc, présidente fondatrice de LED Conseil, Jérôme Mathis. Salut Jérôme, prof à Dauphine, prof d'éco. Et puis Wilfried Galland. Salut Wilfried. Le truc. C'est le truc. Stéphane. Tu regardes tes enfants, mais comment tu t'appelles toi en fait Stratégiste Montpensier Finance. Alors, démarrons présidentielle et croissance avant d'aller vers les dernières joyeusetés. Moi, j'ai une question quand même qui m'intéresse. Enfin, je suis surpris de la façon dont on balaye les 7% de croissance. C'est même plus un sujet. Enfin, ce week-end, je regardais un peu la télé, là, les chaînes d'infos, tout ça. Tout le monde s'en fout. Ça veut dire que, Jérôme, je me tourne vers toi. Il y a deux questions. Il y a d'abord l'économiste, est-ce qu'il dit, c'est un pur effet mécanique, point. On a déversé 400 milliards, enfin bref, tout est mélangé en plus entre les garanties. Enfin bref, on a déversé de l'argent, ça fonctionne très bien. Donc, premier élément. Et deuxième élément, est-ce qu'à un moment quand même, Emmanuel Macron va pouvoir essayer de revendiquer un petit peu de cette croissance. Mais d'abord, la question à l'économiste, performance ou pas performance, rattrapage, tout simplement. Donc, Toi, tu dis rattrapage tout simplement. Ça aurait pu se faire dans de plus mauvaises conditions. Ouais. On a perdu 8% en 2020, ouais. On a regagné 7%, on n'est toujours pas arrivé au PIB de 2019. Toujours pas. Ça va prendre un peu plus de temps. Oui, mais on est sur un rythme supérieur, quand on regarde les derniers trimestres, un rythme supérieur à celui qu'il était en 2019. Oui, mais on n'est toujours pas arrivé à ce niveau de PIB. Ça va prendre un peu plus de temps. Ça, c'était tout à fait normal. C'est un rattrapage qui est meilleur que ce qu'on observe dans les autres économies de l'Union européenne, par exemple. Donc la France est quand même un peu championne sur ce registre-là. Maintenant, c'est pas non plus... c'est du rattrapage. Mais c'est pas parce qu'on a perdu des points dans les années précédentes qu'on mécaniquement on en regagne. C'est un rattrapage issu quand même d'une politique. T'es d'accord avec ça, Wilfried? Ça me sidère qu'on puisse dire ça. Vraiment, Jérôme, en toute... je mettrais davantage l'accent sur le fait qu'effectivement, parmi les grands pays, on est celui qui s'en sort le mieux. Et ça, c'est quand même quelque chose... Jérôme va te répondre parce qu'on a plongé le plus, à part l'Espagne. Il y a l'Espagne qui a plongé plus que nous, et la Grande-Bretagne a plongé plus que nous. Si on prend 2020 et 2021, on fait le différentiel de croissance 2020-2021, on fait mieux que les Allemands, on fait mieux que les Espagnols, on fait mieux que les Italiens. Voilà, ça c'est les faits. Alors je vais te répondre pour de mauvaises raisons, c'est parce que le commerce extérieur s'est grippé et que les Allemands, les Italiens, forts sur le commerce extérieur. En tout cas, nous, on avait comme objectif de rattraper le plus vite possible. On a fait avec nos moyens et avec l'économie qu'on avait, et de toute façon, on savait que pendant ces 2 années-là, de toute manière, on n'allait pas faire de réforme de structure, c'était pas possible. Donc on a fait au mieux de ce qu'on pouvait faire. Et clairement, ça a été fait comme ça devait être fait. Donc je trouve que ça franchement, c'est une belle performance. Après, toute la question, évidemment, qui reste et qui va demeurer, parce qu'on va toujours se poser cette question-là, c'est comment est-ce qu'on arrive à augmenter notre bon sens de potentiel de croissance, notre fameuse croissance potentielle qu'on doit effectivement viser pour ne pas accélérer le rythme d'inflation et pour avoir à terme un plein emploi qui ne soit pas à 7%, mais qui soit peut-être à 5 ou à 4. Donc comment est-ce qu'on fait pour tout ça? Ça, ce sont toutes les réformes de structure qui doivent effectivement être faites et qui n'ont pas pu être faites, mais pour de bonnes raisons. Après, de là à dire que effectivement c'est un enjeu politique, je pense que de toute façon, le chiffre de 7%, quoi qu'il en soit, restera quand même comme un marqueur. S'il avait été de 6,7, de 6,8 ou de 6,9, c'est pas la même chose. Politiquement, c'est autre chose de dire j'ai réussi à faire 7%. C'est un marqueur. Et ça, de toute manière, il va pouvoir... Alors tout le monde le dit, ouais, mais effectivement, on a fait moins 8. Oui, mais 7, pas 6,8, pas 6,9. Ah non, mais moi je suis d'accord avec toi. Et puis, juste, je te donne la parole, Juliette. Ah oui, mais ça a été fait au prix d'un endettement public considérable. C'est exactement le même endettement public supplémentaire en 2008. Hein. Voilà. Et l'effet et la recovery a été beaucoup plus lente. Oui, Juliette. Non, mais ça, on peut en reparler, parce que je réfléchis là-dessus, je ne suis pas d'accord. Mais d'abord, je donne la parole à Juliette. Écoute, moi honnêtement, j'aime bien quand même lire dans des unes du New York Times qui disent la France, ça fait mieux que d'autres. Ça fait plaisir. Voilà. Oui, mais ça fait plaisir. Écoute, donc j'ai envie de le prendre comme ça. Je dis 1, ça fait plaisir. 2, effectivement, c'est un joli chiffre. Et la question que tu posais en termes politiques, c'est ça ce qui va être super intéressant, parce que pour l'instant, effectivement, on a un candidat qui n'est pas encore candidat, qui est président et qui a montré qu'il pouvait être président. Il l'est. Qui là va sortir des chiffres sympas. Et les autres candidats qui doivent, eux, montrer qu'ils peuvent être présidents. Et ils ne l'ont jamais été. Et qui peuvent faire mieux. Et qui peuvent faire mieux. Donc, à un moment, ça va sortir, ça va être amusant. Quand on va commencer à sortir les chiffres. Ils peuvent faire mieux, ils ne prônent pas tous la croissance. Hein.
Non, mais on parle de ceux qui ont une chance d'être élus. Le sujet de Taubira. Non, mais il y a toute nous, on est une efficace, électorat nous, on est dans le de gauche business. qui n'est pas forcément pour la croissance. Regardez ce que fait l'Allemagne. Oui, mais Il y a d'autres critères que cela. Oui, mais on parle de candidats. Okay. Sur le. Okay. Ah oui, d'accord. Vas-y. Tu vois, c'est un peu de sérieux, quoi, quand même. Un peu de sérieux. On se limite juste à 3 noms de candidats pour la présidentielle actuellement. 2 même, en fait, non? D'accord, ok. Non, tu crois pas? Non, mais je sais pas. C'est toi qui donne le. Non, on peut en discuter, mais Alors, Pécresse sur un malentendu Macron, mais à part ça, tu vois pas. Alors, on peut peut-être parler des promesses du pouvoir Attends, d'achat. je voulais juste un mot. Juste un mot autour du Krugman, parce que nous, on l'a dit. Krugman, il défend le système vu des États-Unis socialiste français. C'est-à-dire que même sous Sarkozy, pour les Américains, c'était un gouvernement socialiste quand on a une vision à l'international. Bon, Krugman, il faut savoir que c'est un fervent défenseur de ce modèle, au même titre que l'est Joseph Stiglitz, un autre prix Nobel d'économie. Voilà. Donc voilà, je le dis d'un mot, prix Nobel d'économie, je ne sais plus en quelle année, mais enfin bon, bref. Ouais. Prix Nobel d'économie, chroniqueur effectivement régulier au New York Times, et qui, il y a à peu près un mois, a dit que la France avait été le meilleur modèle dans le monde. Non, un truc, parce que c'est vrai c'est souvent cette idée que 2008, c'était pas pareil. Mais... 2008, c'est une crise tout autant artificielle. Je veux dire, on ne produisait pas trop de voitures, on ne produisait pas trop d'avions. C'est un système financier qui, à un moment, a complètement calanché sur l'immobilier aux États-Unis. Attends. Oui. Si jamais, effectivement, les dispositifs de chômage partiel avaient été aussi massifs en 2008 qu'ils l'ont été en 2020-2021, est-ce qu'on n'aurait pas, de la même façon, préservé notre tissu productif? Alors, c'est possible, mais... Et sorti beaucoup plus vite. Là où la crise était différente, c'est que 2008, fondamentalement, c'est une crise de surinvestissement qui devient une crise financière. Ça n'a rien à voir... sur l'immobilier aux États-Unis et en Espagne. Oui, mais à chaque fois qu'on doit passer une crise de surinvestissement, il faut détruire du capital pour arriver ensuite à reconstruire quelque chose. C'est beaucoup plus compliqué, finalement, que de dire j'arrête l'économie et je rouvre le robinet. Donc oui, effectivement, il y aurait pu avoir, et là je suis tout à fait d'accord avec toi, il y aurait pu avoir des dispositifs de soutien supplémentaires, en tout cas ne pas arrêter les dispositifs de soutien trop vite et ne pas revenir trop vite vers un schéma d'orthodoxie, probablement. En revanche, le mécanisme même de la crise, qui est le mécanisme de surinvestissement dans l'immobilier aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis, en Espagne, on avait également, et on a connu après un mécanisme de surinvestissement également en Chine. Donc on voit que les mécanismes de surinvestissement, c'est très compliqué pour ensuite repasser derrière et réouvrir correctement l'économie. Et redonner un prix, en fait, à l'ensemble des actifs. À tous ces actifs qui doivent être mis au rebut, mis à la casse. On a déjà un sujet de mise à la casse d'un certain nombre d'actifs avec cette crise-là, parce qu'on n'a pas fait suffisamment de renouvellement. Mais là, dans une crise de surinvestissement, c'est considérable. Okay. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Okay. Alors, vas-y, Jérôme, tu disais pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat, est-ce que c'est compatible avec la croissance? C'est une question qu'on peut poser, parce que tu disais si on se limite à 2 candidats. Donc, Macron, oui, j'ai bien compris. Mais Macron ne s'est pas prononcé là-dessus. Pécresse, elle est partie dans un festival de surenchère électorale. Elle soutient la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il faut quand même jongler avec l'inflation. La Banque de France nous prévient que pour 2022, ce sera 2,5%. Ensuite, les prévisions, 1,5% pour 2023 et 2024. Donc il faudrait que le revenu des Français soit amélioré d'au moins 5,5% au cours des 3 prochaines années, ne serait-ce que pour qu'on ne perde pas en pouvoir d'achat. Pécresse, elle va carrément au-delà. Elle dit, moi je promets qu'on va augmenter ce pouvoir d'achat. Donc c'est une promesse quand même qui... Et puis après, si on fait un petit lien avec quand même... Elle parle des cotisations, je ne sais pas si tu vas approfondir le sujet du pouvoir d'achat. Bien sûr, alors, si tu veux, c'est un tel cas d'école de délire politico-démagogique que oui, on va approfondir le sujet. Oui, si vous en êtes d'accord, chers amis. Donc, il y a un lien avec certaines variables macroéconomiques. L'inflation, je l'ai mentionné. Il y a les impôts. On est quand même censé renflouer les caisses de l'État, puisque la France a déployé un filet de protection sociale pour amortir la chute de la crise du Covid. Et à un moment donné, il va falloir quand même payer la facture si on ne veut pas simplement zélester de ce poids sur les épaules des générations futures, comme on aime bien le faire. Et puis, il y a aussi la question des cotisations, les cotisations sociales, qui financent massivement notre système de retraite. Donc la stratégie qui est proposée par Pécresse, c'est d'aller taper là-dedans. Donc c'est-à-dire d'opérer un transfert de pouvoir d'achat entre les retraités et les actifs. C'est ça ce qui va se passer in fine. Parce que si on cotise moins, ça veut dire moins de retraite.
Les retraités, c'est quand même un À Français. aucun moment elle l'a dit. Oui, mais elle le dit. Ah, mais oui, non, parce que la même te dit qu'on va aller jusqu'à, alors je sais plus, elle, si elle dit 64, 65 ans, je crois qu'elle est sur 65, elle. 65, elle. Donc la même qui te dit, notre régime est à ce point déséquilibré qu'il faut aller travailler jusqu'à 65 ans, elle fait un write-off sur l'ensemble des cotisations retraite des salariés. Oui, tout à fait. Bon, il faut savoir quand même Mais comment c'est possible? Mais je suis sidéré. Sauf à dire que tu continues le transfert qui a commencé déjà entre les cotisations sociales et l'impôt. En disant que ce qu'elle ne dit pas nécessairement. Mais même, voilà, mais tu fiscalises de plus en plus notre système social. Peu importe, c'est poche droite, poche gauche. Oui, bien sûr. Soit le système est au bord de la faillite et alors tu fais pas un write-off sur les cotisations. Bien sûr. Non, mais on est d'accord. Soit il n'est pas au bord de la faillite et tu me racontes n'importe quoi avec tes 65 ans. Soit on considère que la priorité, c'est d'abord de travailler davantage et d'augmenter la productivité, ce serait mieux. Soit on considère qu'en fait, on produit déjà tellement qu'en fait, la seule question, c'est comment est-ce qu'on se répartit le gâteau. C'est peut-être un petit peu tôt pour se poser ce genre de questions. Je pense que électoralement, quand même, il y a un Français sur 4 qui est à la retraite. Ouais. Faire passer la pilule à tous ces retraités, qui, quand même, ça pèse. Une proportion énorme d'électeurs. Bien sûr. Et puis ils votent. Donc leur faire passer, leur faire accepter. Alors pourquoi pas? Ça peut être un débat de société. Il faut savoir quand même que les retraités sont en moyenne plus riches que les actifs. Bien sûr, mais à aucun moment elle a dit plus propriétaires, etc. Donc pourquoi pas? Mais il faut présenter le débat jusqu'au bout. Il ne faut pas simplement dire je vais faire comme ça, mais je ne vais pas vous parler des conséquences. Il y aura des conséquences si elle fait ça. Ah oui, parce qu'à aucun moment elle a dit bon, mais il va y avoir baisse de pension. Il électoral, il y a des promesses, voilà. Pas ah ouais, mais à ce niveau-là. La guerre, la chasse, et l'élection. Juliette. T'as regardé le... J'ai regardé. Je vais refaire un petit historique après, mais... Écoute, moi, ce qui m'amuse, c'est que tout ça s'est paru en même temps que les propositions du MEDEF, que les propositions Union Métallurgie. UMM, ouais. UMM. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, Métallurgie, justement, ils sont venus sur la notion des retraites en disant, effectivement, il faut qu'on change parce que c'est pas l'entreprise de sponsoriser comme ça toutes ces thématiques-là. Il faut essayer de remettre d'un côté ce qui relève de la taxe, ce que tu disais tout à l'heure, et de l'autre côté ce qui relève vraiment des cotisations. Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir le débat qui s'ouvre à un moment et elle n'a pas été jusque-là. Il y a toute la question impôt de production très clairement, et puis là c'est quand même assez étonnant, parce que dire je vais vous augmenter les salaires, mais il faudra s'engager, je vous dis les impôts de production, mais je vous augmenterai les salaires. Il y a tellement de choses, on va faire un petit... je vais le faire très court, Elle démarre sa campagne en disant 10% de hausse de salaire sur mon mandat, sur mon quinquennat. Bon... les gars du MEDEF font un petit peu les calculs et se disent non, ça va pas le faire, Madame Pécresse, c'est une augmentation du coût du travail telle que vous prévoyez de faire les choses, c'est pas possible. Ah bah oui, ok, dit Pécresse, vous avez raison. Donc, je vais me contenter de 3,5%, 3%, ce qui est donc la fin des cotisations retraite sur les salaires, la part salariale des cotisations retraite. Et le reste, je vais fonder alors, il faut le citer, observatoire paritaire des salaires, qui va être, donc avec les syndicats à l'intérieur, qui va être chargé de s'assurer que les salaires augmentent conformément aux promesses de campagne, avec un premier objectif, et tu nous as dit pourquoi, Jérôme, de 5% sur 2 ans. Voilà, on en est là. Et effectivement, hier, si jamais les entreprises ne sont pas au rendez-vous de cette hausse de salaire que j'ai promis, alors il y aura moins de baisse d'impôts de production. Voilà, j'ai résumé un petit peu la pensée complexe et néanmoins riche de Valérie Pécresse. Donc l'observatoire, on en parlait tout à l'heure, avant de commencer l'émission. Moi, ça me fait penser à la CIASP, donc le beau comité interministériel qui existe dans la fonction publique depuis le début du XXe siècle, dont l'objectif, c'était pas du tout d'augmenter les salaires, c'était de réduire les salaires justement au sein des établissements publics, des entreprises publiques, et de vérifier que ça pèse pas trop sur le budget de l'État. Donc j'aime beaucoup ces idées... qu'on ressort avec des objectifs un petit peu différents à plusieurs dizaines d'années d'écart. C'est le secteur public, Juliette, ça peut se comprendre dans le secteur public. Alors, ça peut que l'État s'occupe du secteur public et des salaires dans le secteur public. Stéphane, oui, ça peut se comprendre. Et oui, le fait de mettre en place un observatoire comme ça, qui soit en plus complètement général sur la notion de salaire, alors qu'on se rend bien compte que suite à la crise, il y a des entreprises qui s'en sont mieux sorties que d'autres, des salariés qui sont mieux sortis que d'autres. Et donc, juste dire, on va mettre un observatoire et puis on regarde le volume global plutôt que d'essayer de raisonner par entité, par branche, par secteur d'activité, c'est complètement... Enfin, je ne sais pas où on va. Honnêtement, je ne sais pas où on va. C'est cette tendance dont on parle régulièrement, à vouloir absolument piloter l'économie. C'est ça. C'est-à-dire, on veut absolument, on définit des normes et
tout le monde doit se conformer à ces normes. C'était, je le rappelle régulièrement, ce que Karl Popper appelait les constructivistes, c'est-à-dire ceux qui en fait définissent de haut, on appellerait ça aujourd'hui, je pense plutôt des bureaucrates ou des technocrates, qui définissent en fait ce que doit être une organisation économique, et tout le monde doit se conformer à cette organisation. Sauf qu'effectivement, le jeu des intérêts des uns et des autres fait que ça ne marche jamais. Et donc c'est dans son fameux livre « La société ouverte et ses ennemis », il faut plutôt une société ouverte où on définit quelques règles de comportement et puis ensuite on laisse les choses s'ajuster. Et là, effectivement, on est étonné de voir dans le programme d'une candidate de droite. Normalement, qui en la plus droite de gouvernement, ça en France, les amis. Qui en plus a un passé plutôt, quand on regarde le passé de Valérie Pécresse en tant que ministre du Budget, plutôt libéral classique. On n'est pas du tout dans la droite gaullienne qui parfois interventionniste, politique publique. On n'est pas du tout là-dedans. Le vieil RPR, c'est pas du tout elle normalement. Et donc on voit que cette campagne, elle est aussi une espèce de synthèse que Valérie Pécresse essaye de faire entre tous les différents courants qu'elle a promis d'agréger pour dire je réunis tout le monde derrière moi. Sauf qu'on voit bien qu'au moins déjà économiquement, les vues sont quand même très différentes. Et donc là, ça s'ajuste en permanence, mais on ne voit pas trop le cap encore. Mais c'est ça. Voilà. Stéphane, vas-y, Juliette, honnêtement, moi, il y a un point positif que je voudrais donner là-dessus. Parce qu'il faut voir aussi des points positifs à côté du reste. Le point positif, c'est qu'au début, elle ne parlait pas de réduction d'impôts de production. Elle a commencé à en parler, et puis ils viennent déjà de dire on va reprendre ce sujet et approfondir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une écoute aussi des parties prenantes, et pour quelqu'un qui, justement, n'a jamais été présidente, moi je trouve que sur la méthode, au moins le fait de dire ok, on a fait un premier jet, on se rend compte que ça ne peut pas passer, etc. On discute avec les parties prenantes pour essayer d'améliorer la copie. La politique agit. Je trouve que ça c'est bien. Méthode Scrum. Il y a aussi, je voudrais ajouter que cette problématique du pouvoir d'achat, moi, elle me paraît particulièrement périlleuse. Pour plusieurs raisons. Alors, tu parlais de renchérissement éventuel du coût du travail. Il ne faut surtout pas que ça arrive. La première cause de pauvreté en France, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le martèle, ce n'est pas des salaires trop faibles, c'est le manque de travail. C'est le fait que nous avons des millions de chômeurs en France. Il y a aussi des millions de gens qui occupent des emplois à temps partiel et qui souhaiteraient travailler plus et qui ne le peuvent pas. Donc il ne faut surtout pas renchérir le coût du travail. Et puis il y a autre chose, ça n'est pas que lié à des barèmes macroéconomiques, cette histoire de pouvoir d'achat, c'est aussi lié à des enjeux sociétaux, l'environnement. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on continue à prôner il faut consommer plus. Si on veut consommer autant que ce qu'on a fait, il faut changer les moyens de production pour moins polluer. Mais ça coûte énormément d'argent et ça se répercute indéniablement sur les prix. Et puis, au cours de la crise du Covid, il y a un sentiment qui s'est répandu en France, c'est l'idée de relocaliser une partie de la production. Il faut quand même avoir conscience que notre pouvoir d'achat, nous le tirons pour bonne partie de salaires de misère qui sont versés à l'étranger. L'ouvrier ghanéen qui travaille à l'extraction de nos hydrocarbures, de notre aluminium, de nos pneumatiques, il est payé 7 centimes d'euros de l'heure. Alors, si on veut fabriquer un vélo en France, ça coûte 5 à 10 fois plus cher qu'un vélo fabriqué en Chine. Donc si on veut relocaliser, je veux bien, mais il ne faut pas en même temps réclamer une hausse du pouvoir d'achat. Ça n'a pas de sens. Voilà. La véritable question... Des injonctions contradictoires. Jérôme est très juste. La véritable question qui devrait être au centre des débats économiques, c'est quel modèle de production on veut. Quel modèle, quel volume, comment est-ce qu'on l'organise ? Et après, effectivement, se pose la question de comment est-ce que, en termes de fine-tuning, on répartit les dividendes de ce modèle de production. Mais si on raisonne uniquement en dividendes, en fait, on voit très bien que arrive assez rapidement la problématique bien connue en France de la pensée magique et de l'arbre à pognon. C'est-à-dire que globalement, à un moment, il faut juste qu'il y ait quelque chose qui arrive à la fin du système de production qui fasse augmenter le volume d'argent de tout ça et qui permet de le répartir. Et on le fait en général, en France, avec beaucoup de lâcheté souvent, avec de la dette, et à un moment, ça va s'arrêter. Donc ça, on voit aujourd'hui, c'est pas encore, peut-être qu'avec l'entrée en campagne du président, ce sera peut-être le cas, puisqu'on sent qu'il veut en faire visiblement un véritable sujet, mais ce type de modèle de production et ce débat autour de ça, on ne l'a pas encore aujourd'hui, alors qu'on devrait l'avoir. Et le travail aussi. Et bien sûr, évidemment. Parce que ça, c'est quand même très choquant. Quand tu regardes effectivement au niveau des sondages, etc., sur les attentes, je veux dire, pouvoir d'achat, s'il n'y a pas de problème, ça arrive en première liste. Mais ce qui est marrant, c'est quand on se rend compte qu'il y a quand même eu un impact de la période qu'on vient de vivre, justement, avec le chômage partiel, avec l'apprentissage, où, somme toute, dans la mentalité, dans la culture des Français, l'entreprise est beaucoup mieux positionnée aujourd'hui
qu'elle ne l'était il y a un an, il y a 2 ans. Et il faut vraiment retravailler sur cette notion de travail. Je pense qu'il y a des vraies thématiques derrière. La constitution d'un patrimoine professionnel. Mais c'est ça qui est fou dans toute cette histoire. Il faut réfléchir à ça. Non, mais c'est ça qui est fou dans toute cette histoire de Pécresse. C'est que, d'abord, elle balaye complètement toute la réflexion autour de ce qu'une entreprise peut apporter, même en termes de rémunération, participation, association au capital, prime défiscalisée, bref, tout ce qui permet en fait de sortir de l'équation salaire brut, salaire net, donc ça, elle le laisse tomber. Et puis derrière, quand même, on en pense ce qu'on veut, mais toute la réflexion, je vais l'appeler la réflexion Pénicaud, autour de la responsabilité d'entreprise, autour de l'idée de faire des accords d'entreprise, de travailler au sein de l'entreprise à la création d'un destin commun. Voilà. Tout ça est balayé. Moi, j'ai un rêve. C'est fou. J'ai un rêve, c'est que je ne sais pas qui sera président ou présidente, mais si ce président ou cette présidente peut développer dans la loi ce que j'appelle les dispositifs expérimentaux, qui seraient laissés aux entreprises, parce qu'on est face quand même à une inconnue aujourd'hui. On vient de subir c'est tout le contrat d'entreprise Pénicaud, ça, Juliette. Tout est fait, tout est prêt. Sur le reste, tu vois, parce que par exemple, tu prends la notion de partage de la valeur. Je veux dire, en France, on a quand même la chance, on a fait partie des premiers à lancer ça. C'est vraiment du pur français. Intéressement, participation, actionnariat, salarié. Aujourd'hui, tout ça, c'est illisible. Il y a vraiment ces systèmes-là. On peut capitaliser parce qu'on a le recul pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment, et pour pouvoir améliorer les dispositifs. Déjà, commençons par des choses comme ça. En parallèle, il y a effectivement un besoin d'investissement qui est juste colossal pour les entreprises post-Covid, avec l'impact climatique, il va falloir repenser toutes les infrastructures, etc. Et pas que les entreprises, je veux dire, ça va être pareil au niveau public. Tout à l'heure, on citait l'exemple. Aujourd'hui, tu vis en dehors de Paris. Tu veux venir travailler à Paris. Moi, je veux bien. Mais quand tu n'as que la 13 pour circuler avec ta voiture et que tu n'as aucun endroit où tu pourrais passer en électrique avec un point de charge, où tu pourrais... je veux bien qu'on développe la voiture électrique en France, je veux bien qu'on développe la trottinette électrique, mais tu n'as pas les infras. Donc, il va y avoir des infras au niveau public, tu vas avoir des infras au niveau privé, et c'est énorme. Donc, en trottinette électrique sur la 13, je te le conseille pas. Non, mais je suis d'accord. Non, je tiens à ce que tu viennes quand même régulièrement. Mais tu pourras avoir une voie, pourquoi pas? Crée une voie, C'est une expérience de vie que... Voilà. Non, mais Stéphane, on peut créer une voie, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir des investissements de fond. Voilà. Donc, il faut laisser aussi aux entreprises le fait de proposer des choses. Quand même, un mot primaire populaire, parce que quand même, on en sort... Il y a quand même une forme d'ubérisation, moi, je trouve. Derrière, on peut penser ce qu'on veut du résultat de tout ça, machin, c'est pas notre sujet. La pratique, il y a une forme d'ubérisation que j'ai trouvée intéressante. Donc quoi, c'est anecdotique, c'est un précédent, c'est l'image de l'effondrement des partis. Enfin, ça y est, on commence à constater que les partis sont plus capables en fait d'organiser la vie politique. Probablement, les réseaux sociaux ont tout court-circuité. C'est-à-dire que maintenant, on va directement pouvoir, c'est très simple pour un parti ou pour un candidat de mener des micro-sondages en utilisant les réseaux sociaux, de tester ce que les gens ont envie d'entendre. Pécresse s'est engouffré dans cette histoire de pouvoir d'achat parce que, comme tu le dis très bien, c'est la première préoccupation des Français. Et ça, on l'a vu au travers de sondages qui ont été menés notamment sur les réseaux sociaux. Donc ces réseaux sociaux, finalement, court-circuitent tout l'organisation traditionnelle des partis avec des gens qui adhèrent au parti, qui font remonter avec des débats, des tables rondes au sein des partis pour faire remonter les idées. Tout ça, c'est fini. Voilà, il y a un court-circuitage énorme. Ça restructure le paysage, mais en France, mais pas qu'en France. Tu parles d'ubérisation. C'est un peu ce qu'on observe dans de nombreux pays développés actuellement. Ouais, moi, je trouve qu'il y a deux aspects là. Il y a effectivement, on voit qu'il y a un élan incontestable pour avoir de nouvelles formes d'organisation. Il ne faut pas oublier non plus que cet élan aujourd'hui ne concerne qu'une petite partie de la population. Et que lorsqu'on voit d'ailleurs les commentaires, parce qu'il ne faut pas le dissocier ce qui s'est passé d'après les commentaires sur le résultat de la primaire populaire, on voit que les commentaires sont souvent assez dubitatif sur cette histoire de notation, sur comment est-ce que c'est véritablement représentatif ou pas, qui a effectivement voté. Le vote, c'est autre chose que la livraison de repas à domicile. C'est pas exactement la même chose. Et on voit qu'il y a cette volonté de se saisir d'un certain nombre de choses, mais il y a une vraie différence entre une base militante et une base de mobilisation qui peut être très forte, et ce qui est effectivement considéré comme étant représentatif et dans lequel on se rend compte que les partis ont encore quand même un rôle à jouer. Parce qu'il y a une granularité, il y a aller chercher des gens. Quand on parle en vaccination de l'aller vers, les partis vont vers un certain nombre de gens qui ne sont pas présents ou qui n'utilisent pas les réseaux sociaux encore. Donc on est dans cette... Je pense qu'on est dans cette phase un peu intermédiaire. Ça m'intéresse. Juliette, comment tu vois le truc ? Ça me fait penser à l'initiative qui a été lancée en Tunisie, là,
de pouvoir justement, via les réseaux sociaux, Intéressant. demander à la population tunisienne, bon ben voilà, aujourd'hui il y a eu des petits changements au niveau étatique, vous n'avez plus de parlement, et donc vous, Tunisiens et Tunisiennes, Un petit changement. je l'ai fait de façon diplomatique. Comment souhaitez-vous, qu'attendez-vous Attends, initiative lancée par qui, le Juliette? président. Par le président, voilà. Par le président. Vas-y, continue. Oui, par le président. Et donc, il a lancé une grande initiative publique où les Tunisiens et Tunisiennes peuvent répondre en ligne à un certain nombre de questions, faire part de leurs attentes, etc. Et ce que tu disais très justement, c'est tout le problème aussi de la fracture numérique, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de personnes de la population qui n'ont pas accès à ces Ils l'utilisent pas vraiment. ou qui l'utilisent pas vraiment, ou qui l'utilisent mal, ou donc, Différemment. voilà, différemment, on peut avoir beaucoup de choses. En revanche, l'initiative est quand même assez bonne, et quand tu vois que même au niveau européen, je veux dire, ça a été utilisé en Allemagne, sauf erreur de ma part, tous les outils qui se développent pour demander aux populations qu'est-ce que vous attendez des plateformes citoyennes, moi je trouve que l'initiative est excellente. Le seul problème, c'est que tu n'auras qu'une partie de la tranche de la population. Je suis en total désaccord avec ça. Mais alors vraiment en total désaccord avec ça. C'est pas notre sujet, mais je crois qu'une constitution doit être rédigée par une assemblée constituante, point à la ligne. Pardon, mais je ne suis pas capable d'avoir un avis sur une constitution. C'est pas possible. Stéphane, tu pourras jamais. C'est pas ça, on est bien d'accord. La question, c'est pas avoir l'avis sur la constitution, mais c'est un petit peu comme les cahiers de doléances, la Poste, Gilets jaunes, c'est n'importe quoi. Mais regarde, l'Institut présidé par M. Frérot, là, qui vient de rendre ses conclusions aussi, et qui pour une fois a rendu ces 15 conclusions qu'il a passées au crible. Institut de l'entreprise, Institut de l'entreprise, tout à fait. Ils ont une démarche participative très différente là. Ils ont dit pour une fois, ben voilà, les 15 propositions qu'on a envie de faire en tant qu'entreprise, etc. En revanche, on va les soumettre à des citoyens qui ne sont pas dans le milieu pour voir aussi leur retour. Ça ne veut pas dire que tu ne retiens pas les choses. En revanche, le fait d'écouter, mais non, mais c'est quand même important. Mais non, mais Juliette, c'est ces logiques-là qui donnent ce moment surréaliste-là de la Convention citoyenne sur le climat. C'est n'importe quoi. À un moment, tu ne peux pas avoir une horizontalité des points de vue, c'est pas vrai. Il y a des gens qui savent, des gens qui ne savent pas. Moi, je ne sais rien sur la Constitution. Tu as besoin de décider à un moment. Une fois que c'est rédigé, tu as le référendum. Une fois que c'est décidé, tu as le référendum. En fait, je pense que ces nouveaux outils-là, c'est un peu le renouveau du militantisme. C'est pas le renouveau de la citoyenneté, c'est le renouveau c'est une autre façon de militer. Et donc effectivement, les gens qui sont motivés, qui veulent se mettre ensemble pour pousser des causes, ça c'est extraordinairement intéressant. En revanche, effectivement, là où je te rejoins, tu peux pas atteindre toute la population. Donc, mais surtout, c'est intéressant, un renouveau de encore militantisme. une fois, les gens qui veulent s'engager. Tu as un avis sur un projet constitutionnel. Tu fais un Wilfried. Alors oui, toi, parce que tu es un puits de culture. Mais enfin, pardon, il faut quand même le droit public des années d'études de droit constitutionnel avant de savoir comment faire une. Je vais dire, Stéphane, moi je trouve que ce que tu viens de dire sur le militantisme, pour moi, est très important. Et je suis désolée, quand tu regardes aussi le nombre de citoyens qui aujourd'hui ne vont plus voter, si ce genre d'outils peut aussi aider à faire revenir dans la course un certain nombre de personnes et à attirer les jeunes. Eh bien, je trouve que c'est plutôt positif. C'est plutôt Donc, les jette pas d'un encore coup sec. là-dessus, Jérôme? Non, mais je disais oui, simplement attirer les jeunes. Parce que quand tu parles d'ubérisation, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu aux banquiers qui s'accordent plus à essayer d'attirer de nouveaux clients pour octroyer des crédits immobiliers. On dit, quand tu veux négocier ton crédit immobilier, ne va pas à ta banque, démarche d'autres banques, parce qu'elles essaient juste d'être plus compétitives en essayant d'acquérir de nouveaux clients et finalement se préoccupent assez peu de garder ceux qui sont déjà dans la maison. C'est un peu la même chose ici. Bon, les personnes âgées qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ont toujours voté à droite, ils vont continuer de voter à droite, tout simplement. Donc le combat qui est mené par tous ces candidats à la présidentielle, c'est d'acquérir de nouveaux électeurs. On leur dit, les jeunes ne votent pas assez, il y a ces réseaux sociaux, il faut les utiliser. Et ils écoutent ces conseils, c'est normal. On marque une pause.